Dresde était une ville incomparable à nos yeux. Quand nous étions enfants, nous allions chaque jour nous promener dans la vieille ville. On était émerveillés. Nous ne savions plus où poser les yeux. Et pourtant, on ignorait tous les trésors artistiques que recelaient ces édifices. Cette ville était absolument magnifique. Je n'avais que 13 ans à l'époque, mais sa beauté me touchait vraiment. Dresde n'était pas seulement belle de l'extérieur, elle avait aussi ses qualités intérieures. C'était un vrai joyau culturel. Pour moi, Dresde n'est pas seulement un nom parmi tant d'autres, une ville comme les autres. Rien que de vous en parler, j'ai des frissons dans le dos. J'ai un attachement très profond pour cette ville. Elle est affectueusement surnommée la Florence de l'Elbe. Dresde était réputée pour être l'une des plus belles villes d'Europe. Une ville à l'architecture unique en son genre. Ces images datent de la fin des années 30. Depuis plus de 200 ans, la silhouette de l'église luthérienne de la Fraukirche domine la vieille ville. Mais derrière la prestigieuse façade se cachent aussi le fanatisme et les persécutions. Dresde a la réputation d'une ville fidèle au régime. Elle est restée longtemps épargnée. Mais en janvier 1945, Dresde elle aussi va être confrontée à l'horreur de la guerre. Le front de l'Est se rapproche toujours davantage. La superbe Prager Straße qui débordait de joie de vivre a brusquement perdu de sa gaieté. Elle a vu passer des files interminables de familles fuyant les horreurs de la guerre. La jeune Maria Scheven, alors âgée de 21 ans, s'occupe des réfugiés de la gare centrale. J'avais déjà travaillé pour la Croix-Rouge à Munich. Là-bas, on portait le costume traditionnel. On entassait les blessés dans une sorte de salle d'attente de fortune dans laquelle on s'occupait d'eux provisoirement. Pour les réfugiés de l'Est, la capitale de la Saxe fait figure de centre d'accueil. De là, des centaines de milliers de familles sont redirigées vers l'Ouest. Mais Dresde est plus qu'une simple escale dans la fuite des réfugiés. Elle sert également de lieu de repli pour les soldats envoyés sur le front russe. La plupart des hôpitaux militaires ne désemplissent pas. Parmi les blessés de guerre, Horst Mild, un natif de Dresde. En découvrant la situation dans sa ville natale, ses dernières illusions s'envolent. Un après-midi, 2 blessés de guerre, mais valides, m'ont transporté en fauteuil roulant à l'hôpital des Diakonesses de la Neustadt. À ce moment-là, j'ai eu du mal à digérer ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Dans la rue, je voyais des gens arriver dans des brouettes. Ils venaient tous de la même direction, de l'Est, de Silésie. J'ai tout de suite compris que la Silésie avait été évacuée. Et comme nous autres soldats avions l'habitude de dire à l'époque, c'était la merde. Parmi les réfugiés de Silésie, Eleonore Stojek. Elle a quitté sa ville de Breslau le 22 janvier avec son petit frère âgé de 10 ans. On a pris quasiment le dernier train en partance de la gare centrale de Breslau. Sur le quai, ma mère m'a pris par le bras en me disant « Je te confie mon fils ». Elle nous a embrassés, puis est partie sans se retourner. On est monté dans le train. Il était bondé. Je m'en souviens encore. J'avais mon singe sur le dos. Ça veut dire cartable dans le jargon de l'armée. Il était rempli à ras-bord. Hakim, mon petit frère, avait lui aussi son sac d'école.
Hakim et moi, on a dû s'asseoir sur nos sacs parce qu'il n'y avait plus de place dans le train. Le trajet de Breslau à Dresde se passait bien jusqu'au moment où des avions nous ont attaqués. C'était insoutenable. Pendant le trajet, des blessés venus du front ont également réussi à prendre le convoi en marche. Du coup, on entendait des hurlements de douleur un peu partout. Le plus dur, c'était pour le petit. Je devais l'empêcher de regarder par la vitre, le spectacle était trop affreux. Tiens, Hakim, prends une pomme. Ensuite, il y a eu les paysans qui avaient fui leur ferme à la dernière minute. Dehors, on voyait des attelages coupés en deux, des chevaux morts, des cadavres d'enfants. L'herbe avait viré au rouge sang. C'était horrible. Malgré l'ouverture du front à l'est, les habitants de Dresde se sentent toujours à l'abri. Et plus particulièrement des bombardements aériens. Selon eux, les Alliés ont d'autres cibles plus importantes. Mais ce sentiment de sécurité est trompeur. Certains vont vite s'en rendre compte. Je sortais très tôt le matin, il faisait encore très sombre. Et quand je rentrais vers midi, le ciel était plutôt clair, peut-être une petite couche nuageuse, mais c'est tout. Sinon, je ne prenais aucun risque et j'attendais que la nuit tombe pour revenir. Mais en réalité, en marchant dans les rues, j'avais toujours la peur au ventre. On se faisait insulter, on se faisait cracher dessus. J'essayais d'avancer le plus vite possible sans lever les yeux. On voyait ces choses de plus en plus fréquemment et je n'avais que 17 ans. Annie Wolf est née de parents mixtes. Sa mère est juive, son père un prétendu arien. Jusqu'ici, la famille a réussi à éviter le pire, mais tout va changer en février 1945. Nous étions sur la liste de la dernière vague de déportation ordonnée par la Gestapo. Mes parents et moi, on avait reçu l'ordre de se présenter le 16 février à Dresde, sur la place de l'ancienne synagogue. Et au cours de la discussion, je me revois encore assise sur un banc. Mon père nous a dit « Il n'y a plus que les bombardements qui pourraient nous sauver ». 4 février, nous sommes à Yalta, sur la mer Noire. Le lieu de rencontre des chefs d'État alliés et de leurs généraux. Ils sont ici pour décider du sort de l'Europe. Ils vont, entre autres, définir leurs derniers objectifs militaires. Pour appuyer la marche en avant de l'armée soviétique sur l'Allemagne, Churchill a dans l'idée de bombarder les villes est-allemandes. Roosevelt et Staline approuvent. Ils espèrent générer un mouvement de panique chez les civils et des réfugiés aux abords du front. On est arrivé à Dresde, le premier endroit où on a été accueillis à bras ouverts. On nous a mis dans une salle d'attente au milieu d'autres réfugiés. Nous étions loin d'être les seuls. On nous a ensuite donné de la soupe aux nouilles avec un peu de viande. À cette époque, c'était quelque chose d'inespéré. Mon petit frère était en état de choc. La séparation de ses parents ne l'avait pas rendu plus fort, au contraire. Il ne disait pas un mot. J'avais beau lui poser des questions, il ne répondait plus. Il était comme paralysé. Mais si je me souviens de quelque chose, c'est qu'alors que nous prenions le train, il m'a regardé et m'a demandé si dans cette ville aussi des avions allaient nous jeter des bombes dessus. Je lui ai répondu que je ne le pensais pas, non. Je lui ai dit que ce serait vraiment de la barbarie de vouloir détruire une si belle ville, qui plus est sans aucune industrie de guerre. Pourquoi ferait-il ça? Ça n'aurait aucun sens. Personne ne voulait croire que Dresde serait attaquée. Mais l'attaque des villes de l'Est de l'Allemagne a déjà été baptisée depuis longtemps. Elle s'appellera l'opération Thunderclap, coup de tonnerre en français. Les divers bombardements alliés ont été minutieusement planifiés et seront menés par le Bomber Command de la Royal Air Force. À sa tête, le général Arthur Harris. Sous son commandement, la RAF verra l'apparition de nombreuses techniques de bombardement à grande échelle.
On l'appelait le boucher Harris. Pourquoi ce surnom, je ne sais pas exactement. On trouvait qu'il nous en demandait trop, mais bon, c'était notre général, et quoi qu'il nous demandait, on s'exécutait. S'il avait décidé d'aller bombarder Tombouctou, on serait allé bombarder Tombouctou. Depuis 1942, la RAF effectue des raids massifs sur les villes allemandes. Les cibles ne sont pas uniquement industrielles ou militaires. Les bombardements visent également la population civile. Le but de l'opération est de briser leur résistance. La guerre des airs avait débuté par des attaques de la Luftwaffe sur Varsovie, Rotterdam et Coventry. The Nazis entered this war under the rather childish delusion that they were going to bomb everybody else and nobody was going to bomb them. There are a lot of people who say that bombing can never win a war. Well, my answer to that is that it has never been tried yet, and we shall see. Le soleil se lève une dernière fois sur l'ancienne Dresde. Ce fameux mardi, c'était jour de carnaval. Mais mon père n'appréciait pas parce qu'il s'agissait d'une fête païenne. Pour lui, ça n'avait pas grande signification. Mais avec ma mère et mon frère, on tenait à y participer. Mon frère s'était déguisé en bohémien, moi j'avais mis une belle robe à fleurs, et on courait autour de la statue de Luther. Je me souviens avoir vu ça en passant par Dresde. Un petit groupe d'enfants déguisés en indiens et en trappeurs pour le carnaval. Il n'y a plus guère que les enfants qui se réjouissent de pouvoir fêter le carnaval en cette ultime année de guerre. Beaucoup de parents interdisent à leurs enfants de se déguiser. C'est le cas de la petite Katharina Behrens, alors âgée de 8 ans. À 3 heures de l'après-midi, on a sonné à la porte. C'était ma copine, une magnifique petite fille aux cheveux bruns. Elle s'appelait Ursula Schumann et habitait dans la Struvestraße. Hallo, Katharina! Elle était habillée en homme. Elle portait un minuscule queue de pie, une chemise blanche et un haut de forme. Elle s'était aussi faite maquiller. En voyant ça, ma mère a dû céder et a décidé de m'habiller en grande dame. J'avais finalement le droit de sortir dans la rue avec Ursula. Mais nous n'avions pas beaucoup de succès. Personne ne semblait trouver notre présence amusante. Finalement, on est retourné chez moi. Et là, Ursula a demandé à ma mère si elle pouvait rester encore un peu. Mais ma mère lui a répondu qu'elle ne voulait pas devoir la ramener chez elle trop tard. Elle ne pouvait pas rester. Ursula est donc partie, et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Au même moment en Angleterre, des bombardiers à long rayon d'action sont chargés de bombes incendiaires et de bombes explosives de respectivement 500, 1000 et 2000 livres. On les charge ensuite de mines aériennes de respectivement 4000 et 8000 livres. On nous a expressément demandé de faire le plein de l'appareil en carburant. C'est là qu'on a compris que la mission serait longue. Le briefing s'est passé comme d'habitude. L'officier de navigation est venu nous donner le plan de vol et les horaires. 2700 km séparent les soldats de leur objectif. Chaque manœuvre d'esquive ou de diversion est minutieusement préparée. Quand on a su ce que c'était, une espèce de grondement s'est élevé dans la salle. On nous montrait sur la carte qu'on devrait traverser presque toute l'Allemagne pour atteindre la ville de Dresde. Ils avaient tracé une ligne noire pour qu'on y voit plus clair. Un peu surpris, on a demandé si on allait attaquer la Russie. On nous a répondu que l'objectif était Dresde.
Leslie Hay est surnommé Oncle Will par ses camarades. Le pilote de 27 ans fait déjà figure de vieux briscard. La moyenne d'âge des pilotes n'est que de 20 ans. Beaucoup d'entre eux n'ont pas encore leur permis de conduire. Pour nous, bombarder Dresde ou bombarder un canal, c'était du pareil au même. Dresde n'était plus qu'une cible de plus. Une cible dont le cœur n'est autre que le centre-ville surpeuplé. En fin d'après-midi, Eleonore Stoyek est prise d'un étrange pressentiment. En toute honnêteté, aujourd'hui ça vous paraîtra absurde, mais c'est pourtant la vérité. J'ai dit à ma tante que j'avais un mauvais pressentiment, que je me sentais mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais eu cette étrange sensation. On a attendu un long moment le feu vert pour le décollage. C'est toujours beaucoup de tension dans ces moments-là, parce qu'on est obligé de se tourner les pouces jusqu'à ce que le lieutenant-colonel, ou s'il est de la mission, le colonel lui-même, fasse le tour de l'effectif avec un prêtre pour souhaiter bonne chance à tout le monde. Avant ça, j'avais toujours cru que le prêtre était là pour nous donner les derniers sacrements. La tension est vraiment énorme. Personne ne dit grand-chose. Tout le monde attend avec beaucoup d'appréhension. J'avais la trouille. À 21 ans, je n'avais encore jamais fait une chose pareille. J'avais vraiment peur. Et tout d'un coup, on a le feu vert. À ce moment-là, l'atmosphère change complètement. Ça se sent. Vers 17h30, le premier des 245 bombardiers Lancaster décolle. Plus que 5 heures avant leur hache. Dresde connaît son dernier après-midi de sérénité. Le soir venu, il ne reste que peu d'endroits où se divertir. Les musées, théâtres et opéras ont fermé leurs portes. Les habitants de Dresde se sont donné rendez-vous dans le seul lieu encore ouvert, le célèbre cirque Sarrazani. Le magnifique dôme qui abrite les réjouissances est l'un des emblèmes de la ville. Alors qu'une grande partie de la population a été envoyée au front, ne subsistent que des funambules, clowns et dompteurs pour faire oublier aux derniers habitants de la ville la réalité de la guerre. La famille Fritsch assiste à la représentation. Ma mère avait prévu de longue date de nous emmener un jour au cirque Sarrazani. Et comme c'était une femme qui changeait d'avis comme de chemise, on a tous accepté d'y aller ce soir-là. Un univers d'illusions. Comme dans tous les cirques, il y avait une attraction principale, plusieurs troupes de second rang et les intermèdes. C'est comme ça que ça marche, c'est la tradition. Et chez les Sarrazani, le clou du spectacle, c'était Frotrud et son numéro de dressage. À 32 ans, la plus jeune propriétaire de cirque en Allemagne dirige cette maison de longue tradition d'une main de fer dans un gant de velours. Quand on parlait de Dresde, on parlait aussi bien de l'Elbe que du cirque Sarrazani. Et quand l'hiver arrivait, tout le monde se réjouissait du retour du cirque. En plus du numéro de dressage de Trud Sarrazani, on peut admirer beaucoup de numéros de chevaux, comme celui des célèbres Caroli.
J'étais juste devant mon père, debout sur le cheval. Il m'a donné le signal dans notre jargon et il m'a attrapé les jambes. Ensuite, il m'a soulevé pour me poser sur ses épaules. À un moment du numéro, mon père devait me lâcher les jambes. Je me suis donc retrouvé dans les airs sans être tenu et pour ça, ma mère m'avait tout simplement conseillé de serrer les fesses et de rester le plus raide possible. De la sorte, j'étais tranquille. Je me revois encore sur la piste au milieu de tous ces visages souriants et des éclats de rire. Il n'y avait rien de plus beau pour moi que de voir ça. Pendant que les spectateurs suivent un numéro d'avion dans les airs, ce sont d'autres avions, précisément les bombardiers de la RAF, qui survolent au même moment la ville de Cologne. Leur manœuvre de diversion laisse les défenses anti-aériennes allemandes dans l'incertitude quant au choix de la cible. Libres de toute riposte, des Lancaster anglais se dirigent sur Dresde. Les Allemands auront compris trop tard. Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous annoncer que nous devons arrêter le spectacle ici. Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous annoncer qu'une alerte a été donnée. En réalité, c'était une préalerte et nous avions l'habitude d'avoir ce genre de situation. Veuillez s'il vous plaît gagner les abris le plus vite possible. Et tout à coup, je me suis retrouvée face à une foule de gens immobiles en leur demandant de gagner les abris. Je me souviens encore d'avoir prié les spectateurs de bien vouloir descendre aux abris. Je me revois leur expliquant qu'on était obligé d'arrêter tout ce petit discours pour qu'ils veuillent bien se lever. C'est à 22h que les sirènes ont retenti. Mais mon père n'était pas spécialement inquiet. Il pensait que c'était une fausse alerte. Gunther Reichel, lui aussi, est persuadé que c'est une fausse alerte. Il fête ses 17 ans avec ses amis. Je m'étais déguisé en colonel et mon frère avait mis un uniforme de Ulan, les mercenaires des Balkans. On avait mis une belle table, allumé des bougies pour qu'il n'y ait pas de lumière aux fenêtres et mangé des beignets viennois. Puis l'alerte a été donnée. On est resté assis. On ne voulait pas être dérangé par une simple alerte alors qu'on dégustait de savoureux beignets. Des alarmes, il y en avait tout le temps. Mais brusquement, tout le monde dans la pièce s'est tu à cause des bruits bizarres qu'on entendait dehors. Puis le bruit s'est transformé en vrombissement. C'étaient les avions. À 22h03, l'avant-garde britannique survole maintenant la ville de Dresde. Le travail d'indicateur d'objectifs exacts dans l'obscurité de la nuit exige maintenant une extrême précision. Cela fait toutefois 2 ans que la RAF perfectionne sa méthode à chacun de ses raids aériens, particulièrement au cours des missions longue distance. Le numéro 1 arrivait. Il lâchait le marqueur d'une hauteur entre 60 et 100 mètres et ensuite, c'était le contrôleur qui donnait les instructions. 50 mètres trop au nord, etc. Du coup, on devait refaire un passage. Le point d'orientation des Pathfinders, les avions orienteurs et le terrain de football situé dans l'Ostra Gereg. À partir de là, ils peuvent quadriller la zone cible de 4 km², la vieille ville de Dresde. Il avait repéré le terrain de football et avait réussi à déposer le marqueur juste dedans. C'était d'une précision admirable. Comme on arrivait sur la cible à environ 22h30, on se disait, pour rigoler, qu'on allait les avoir à la sortie des pubs. Au même instant, le jeune Helmut Kampfhausen de 17 ans est au cinéma. À cette époque, on avait accueilli un garçon du même âge que moi. Après avoir discuté, on a décidé d'aller au cinéma près de la gare. Il donnait un film avec Marika Röck, la femme de mes rêves.
Beaucoup de citadins ne perçoivent encore aucun signe visible de l'attaque qui se prépare. Zwar was mich anbetrifft, habe ich da ein Prinzip und ein ganz bestimmtes festes Ideal. Doch wenn heute einer kommt, der mir sagt, ich hab dich lieb, ist mir alles ganz egal. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, denn die Liebe im hellen Mondenscheine ist das Schönste. On est sorti du cinéma et là, stupeur. Je n'en croyais pas mes yeux. Le ciel était illuminé comme un sapin de Noël, si vous voyez ce que je veux dire. Le feu d'artifice, des centaines de tonnes de bombes éclairantes déversées sur Dresde, illumine totalement le ciel. À l'intérieur même des bombes, on trouvait des bâtons luminescents. La bombe chutait pendant un temps donné avant que le déclencheur automatique ne libère les bâtons de lumière incandescents. Et plus la bombe poursuivait sa chute, plus elle libérait de ces bâtons incandescents. On aurait dit une espèce de grappe de raisin. Je suis donc descendue, pas à la cave, mais à la porte d'entrée de la maison, pour rejoindre mon oncle et d'autres personnes en train d'observer avec des jumelles. Je me suis mise au milieu de tout le monde et j'ai vu avec mon regard d'enfant ce qu'on appelait les sapins de Noël dans le ciel. Ils illuminaient tellement la ville qu'on pouvait apercevoir jusqu'à des petites souris. Quand je me suis réveillée, j'avais l'impression de découvrir l'enfer sur Terre. Je n'avais pas entendu les sirènes. Ce qu'on appelait les arbres de Noël brillaient dans l'obscurité de la nuit. J'avais l'impression qu'il était 10h30 ou 11h. Je suis tout de suite allée chercher mon petit frère dans sa chambre. Il s'était caché sous les draps en pleurnichant. Je l'ai tiré de son lit. On a essayé tant bien que mal de ramasser quelques vêtements et on est descendu à la cave, pieds nus, en pyjama. Les gens se précipitent dans les caves peu consolidées de leur maison. À Dresde, il n'y a malheureusement que très peu d'abris fortifiés comme dans les villes qui doivent subir de nombreux bombardements. Gerda Brindbaum sera une de celles à s'être réfugiée dans ces caves peu sûres. Mais Gerda a une lourde responsabilité sur les épaules. Ses parents sont aveugles. Ça n'a jamais été très facile pour moi avec des parents aveugles. Mais quand l'alerte a été donnée, on est tous descendus dans la cave sans problème. Mon père, par exemple, il a parfaitement réussi à descendre les escaliers. Vous savez, les non-voyants qui connaissent le quartier vont et viennent librement. Ils se repèrent à lui. C'est maintenant la phase critique qui commence. Le largage des bombes explosives et incendiaires. Et il y avait le sifflement des mines aériennes. On pouvait l'entendre par la cheminée, c'était effrayant. Puis ensuite, on entendait l'impact des bombes juste à côté de nous. J'ai pris les doigts d'Hakim, mon petit frère, et je lui ai bouché les oreilles avec. Et je lui ai mis la main dans la bouche pour ne pas lui crever les tympans. Assise à côté de moi, il y avait aussi une dame originaire de Haute-Silésie qui avait littéralement planté ses ongles dans ma main. Sur le moment, il y avait une telle tension que je ne l'avais même pas sentie. Il faut dire que c'était le chaos tout autour de nous. J'ai vu l'enfer sous mes yeux. Les bombes n'atterrissent pas au hasard. Les pilotes suivent un plan d'action échafaudé longtemps à l'avance. Par pitié, Mike, largue-les. L'équipage doit se ronger les ongles. Largue-les, s'il te plaît, Mike. Il nous mettait une terrible pression et moi, j'essayais de piloter exactement comme prévu. L'impact des bombes doit être le plus précis possible afin de causer les dommages les plus conséquents.
Les bombes utilisées pendant l'opération sur Dresde étaient équipées d'un détonateur avec un mécanisme de retardement d'un peu moins d'une seconde après l'impact. Ça leur laissait le temps de traverser le toit des maisons et d'exploser sur le sol. Entre 22h03 et 22h28, les appareils de la RAF largueront 500 tonnes de bombes explosives et 374 tonnes de bombes incendiaires sur la ville. La cave était bondée, mais personne ne se lamentait. Pas un enfant ne pleurait, aucune femme ne gémissait. On était là, assis, à attendre la mort. Mais tous les habitants de la ville ne se sont pas réfugiés dans les caves. Les abris étaient interdits aux Juifs. On n'avait plus qu'à rester à l'étage au-dessus et à brûler dans les flammes. Mais je ne sais pas ce qui est passé par la tête du garde. Il est venu nous demander de le suivre aux abris. Stabilise, stabilise, à gauche, gauche. Et là, on larguait les bombes et on s'imaginait les dégâts. Je n'oublierai jamais tout ce bruit, tout ce vacarme. Parmi nous, il y en avait quelques-uns qui savaient que les bombes étaient larguées par 4. Si bien qu'on était tous là à compter à haute voix. 1, 2, 3, 4. Quand on s'arrêtait à 3, on se demandait tous pourquoi la 4e n'avait pas explosé. On avait peur qu'elle soit pour nous. On voyait presque la mort en face et on ne pouvait rien faire les uns pour les autres. C'était pire qu'au front. Par réflexe, on rentrait la tête dans nos bras, mais si la bombe nous était tombée dessus, toute la maison aurait essoufflé. Au bout de 25 minutes, le bombardement prend fin. Les rues étaient éclairées comme en plein jour, et là, on découvrait sous nos yeux tous ces magnifiques vieux bâtiments et monuments. On avait terriblement honte d'avoir détruit une si belle ville, mais c'était notre boulot, on n'avait pas le choix. Il y a eu un moment de silence absolu. C'en était presque inquiétant. Puis la sirène s'est mise à hurler de nouveau, mais de façon monocorde. C'est le moment qu'a choisi le garde pour aller voir dehors. Ensuite, il nous a signifié qu'on pouvait remonter là-haut. Alors j'ai dit à la tante Elfriede que je voulais aller prendre mon portefeuille en vitesse. J'avais tous mes papiers à l'intérieur. Attends-moi ici. Personne ne sait ce qu'ils vont découvrir dehors. On ne trouve quasiment plus d'images filmées pendant cette nuit du 13 février. Comme sur ces images montrant d'autres villes allemandes bombardées, les pompiers de Dresde ne sont pas réputés pour leur efficacité. Les brigades du feu se composent essentiellement de personnes d'un certain âge ou de membres des jeunesses hitlériennes. On recevait d'abord des bombes incendiaires, puis des bombes explosives, les deux allaient de pair. Et avec leur mécanisme à retardement, ça rendait le travail des pompiers quasi impossible. Ces bombes à retardement ont été spécialement conçues pour empêcher toute possibilité d'extinction des incendies. Le mécanisme est plutôt simple. Une fois la bombe larguée, une ampoule d'acétone se brise. Le percuteur qui déclenche la mise à feu est maintenu par un ressort posé sur un morceau de plastique. L'acétone est ensuite déversé progressivement sur le plastique et le ronge petit à petit. La concentration en acétone est réglée en fonction du temps de retardement que l'on veut, c'est-à-dire du temps que mettra le ressort à sauter une fois le plastique entièrement rongé.
Beaucoup ne connaissent pas les dangers d'un tel procédé. Dans l'idée de récupérer leurs biens, ils se ruent dans le centre-ville en flammes. Ma tante m'a brusquement dit « Helmut, mon garçon, va voir si mon bureau est encore là. » Son bureau se trouvait en plein centre-ville. Et ça brûlait. Il y avait des flammes partout, des pâtés de maisons entiers. Je voyais des flammes partout et finalement j'ai décidé de passer devant la gare. La gare se trouve justement au centre des bombardements. Beaucoup de réfugiés n'ont pas eu le temps de gagner la sécurité précaire des abris souterrains. Pour Hans-Werner Heinich, bénévole à la Croix-Rouge, c'est la première fois qu'il voit des cadavres. La peur s'est véritablement emparée de moi après la première vague de bombardements, quand on a commencé à secourir les blessés sur les quais de la gare. C'était le plus effroyable spectacle que j'avais vu de toute ma vie, et ce n'était que le début. Les victimes qui gisaient sur les quais étaient soit éventrées, soit lacérées de partout, mais plusieurs d'entre elles n'étaient pas mortes sur le coup. Je les avais entendues hurler de douleur dans une véritable mare de sang. C'était ce qu'il y avait de pire. Quelques-uns parmi nous sont remontés de la cave pour découvrir des bonnes sœurs mortes dans les couloirs. Elles n'avaient pas pris l'alerte au sérieux. À l'étage, dans leur chambre, on n'a découvert que des cadavres. On ne pouvait plus rien pour elles. Après le bombardement, le crépi des murs flottait un peu partout dans la pièce. Mais certains d'entre nous étaient soulagés de voir qu'au moins, il n'y avait pas le feu dans la maison. On n'avait plus de courant, donc on a dû ouvrir les placards d'urgence des caves et des hôpitaux militaires pour trouver des bougies qu'on a allumées un peu partout. Je me rappelle aussi que 3 femmes enceintes sont arrivées. Elles venaient d'une clinique où elles étaient sur le point d'enfanter. Mais cette clinique a été bombardée et on a dû les faire accoucher à la lumière des bougies. La vie et la mort. C'est frappant. Alors qu'on croyait ne faire que lutter contre la mort, qu'on croyait ne voir que la mort devant nous, on a découvert la vie. Pour quelques nouveau-nés, ce 13 février fera partie de leur destinée. Je n'aurais pas dû naître le 13. J'étais prévue pour le lendemain. Mais de temps en temps, le destin s'en mêle et on n'y peut rien. Il faut croire que je voulais arriver le plus vite possible. Ensuite, la date et l'heure ne sont qu'une histoire de destinée. Aux alentours de 23 heures, Helga Kroger est séparée de sa mère. On la place dans un centre pour nourrissons. Je ne l'ai jamais connue. On me l'a souvent décrite comme une femme et une mère merveilleuses et dévouées. Je n'ai aucun mal à me l'imaginer. Mais quand je pense à elle, je me dis surtout qu'elle est morte à seulement 33 ans. Une demi-heure plus tard, une autre attaque aérienne se prépare dans le ciel allemand. Mais avec 529 quadrimoteurs Lancaster, les bombardiers sont cette fois en nombre 2 fois plus élevé.
À plusieurs centaines de kilomètres au loin, on pouvait déjà voir ce gigantesque brasier. On n'a pas eu besoin de la moindre navigation pour y accéder. Bien sûr, Lefty nous aurait conduit sans problème sur la cible, même si on était les premiers appareils de la flotte. Mais là, ça a été tout seul. On l'apercevait à plus de 200 km au loin. Il y avait une telle lueur dans le ciel et arrivé sur la cible, on n'a eu aucune opposition de la flaque. On pouvait distinguer chaque rue avec la lumière des flammes. La ville était toute illuminée. Il reste toutefois quelques quartiers intacts. Même les lignes téléphoniques fonctionnent encore. Manfred Böttcher, un jeune garçon de 10 ans, entend le téléphone sonner au milieu de la nuit. Il va répondre. C'est sa mère à l'autre bout du fil. Böttcher, hallo? Hallo, Mama. Elle voulait savoir si tout allait bien, ce qu'on avait vu. Mon grand-père lui a juste dit que les vitres s'étaient brisées et qu'à sa place, il avait fixé des planches. Ja. Tschüss. On est retourné se coucher, puis le téléphone a sonné une nouvelle fois. Böttcher, hallo? C'est encore moi qui suis allé décrocher. Mais cette fois, ce n'était pas pour nous demander quelque chose. Je l'ai juste entendu crier « Alerte! Sauvez-vous !» À ce moment-là, d'autres avions sont arrivés et ils ont commencé à larguer leurs bombes avant même que nous ayons pu regagner les caves. Eleonore Stoyek cherche son petit frère. Hakim se tenait là devant la porte, comme une statue. Je criais pour l'appeler, je lui criais de foncer à la cave, mais il ne bougeait pas d'un centimètre. Et quand je suis arrivée vers lui, il s'est mis à aboyer comme un chien. Je me suis mise à trembler de froid, c'était horrible. Je l'ai pris dans mes bras. On est redescendu dans la cave. À partir de là, la deuxième vague de bombardement a démarré. Et ça a été le même calvaire. Cette fois, ce sont 965 tonnes de bombes explosives et plus de 800 tonnes de bombes incendiaires qui s'abattent sur la ville. Plus du double de la première attaque. Personne dans les maisons et dans les caves n'avait plus aucun espoir de survivre à un tel enfer. Entre les mines aériennes et les bombes incendiaires, bombe sur bombe, détonation sur détonation. Nous étions morts de peur. Les bombardements étaient d'une telle intensité que les gens ne comprenaient plus rien à ce qui se passait. À un moment donné, une mine est tombée dans la gare juste à côté d'une des salles qui servaient d'abri et dont la sortie de secours avait été renforcée avec une plaque en acier. Dans la déflagration, la plaque en acier s'est décrochée de ses fixations comme une vulgaire feuille d'étain. Et avec le souffle de la détonation, elle s'est mise à l'horizontale. Puis, elle est partie comme un véritable coup de fusil à travers la pièce en direction du mur opposé. Tous les gens qui étaient assis là ont été décapités. Que peuvent penser les pilotes anglais à la vue de ces images? Quand on pilonne une ville, il y a forcément des victimes parmi la population civile. On ne voulait pas ça, mais la guerre est toujours totale. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire dans la demi-mesure. J'étais fier de participer à toutes ces opérations. Il fallait bien le faire. Après tout, c'était les Allemands qui avaient commencé. Il fallait le faire.
Bien sûr, je regrette qu'il y ait eu autant de victimes chez les civils, mais... On était en 1945 et la guerre était totale. À cette époque, ils envoyaient des V2 sur Londres. Dans les caves, beaucoup ont déjà dit adieu à leurs illusions. Il est arrivé un moment où je me suis complètement déconnectée de la réalité. J'étais tellement usée que je ne ressentais plus grand-chose. Je ne faisais que serrer Hakim très fort et lui caresser les cheveux. Et tout d'un coup, j'ai vu toute ma vie défiler en accéléré. Depuis ma scolarité jusqu'à ma fuite à Dresde. Bis zur Flucht. Ja. D'autres ont les nerfs qui lâchent. Il y avait une mère et ses 3 enfants, mais elle était dans une pièce avec son père, alors que ses enfants étaient avec leur grand-mère dans la pièce d'à côté. Mais on entendait tout. Et tout à coup, on a entendu comme un énorme bruit, et les enfants se sont mis à crier. Après ça, la jeune femme et son père ont décidé de s'ouvrir les veines. Enfin, il y a ceux qui ont encore la foi. Ma mère était très croyante. Et quand les bombes ont commencé à tomber de plus en plus près, je me suis mis à trembler comme une feuille. Ma mère, qui était assise à côté de moi, m'a alors pris la main et m'a demandé de prier. On s'est donc mis à prier. Marie, nous implorons ton aide. Marie pleine de miséricorde. Marie, donne-nous ta force quand nous en avons le plus besoin. Zeige, dass du Mutter bist, wo die Not am größten ist. Hilf, Maria, es ist Zeit. Hilf, Mutter der Barmherzigkeit. Amen. Et là, le plafond s'est écroulé. Une fois la fumée et la poussière dissipées, ma mère m'a demandé très calmement d'aller voir dehors si on pouvait sortir, comme si elle me demandait d'aller voir si le courrier était arrivé. Ça sentait le brûler partout dans la pièce. La fumée nous empêchait de respirer pleinement. Alors on a trempé des serviettes dans les seaux d'eau pour nous les appliquer sur le visage. Nous savions qu'il fallait sortir de la cave à tout prix, sinon on risquait d'étouffer. Bien entendu, tout le monde cédait à la panique. Nous avions surtout peur pour les jeunes enfants. Nuit d'horreur dans la ville de Dresde. En voyant des images d'autres villes d'Allemagne ayant subi de tels bombardements, on se rend compte des effets dévastateurs provoqués par les bombes. À cause des terribles incendies au rez-de-chaussée, on savait que l'air s'empirait de cendres et que d'ailleurs il viendrait très vite à manquer. L'oxygène allait se faire de plus en plus rare en sous-sol, dans la cave. C'est le moment qu'a choisi mon père pour demander à tout le monde d'évacuer la cave sous peine de mourir asphyxié. Mais bien entendu, et notamment par les personnes âgées, il s'est fait traiter de fou. Comment pouvions-nous quitter la sécurité de l'abri ? Seuls ceux qui oseront braver l'enfer des flammes auront une chance de survivre. Je me souviens d'une femme un peu bossue qui avait complètement perdu la tête dans la panique générale. C'était très effrayant. À droite et à gauche de moi, il y avait des bacs à sable et des réservoirs d'eau. Et je me souviens avoir été tellement affolée et prise de panique que je me disputais avec tout le monde. Si bien qu'au bout d'un moment, je suis carrément tombée dans un tonneau d'eau.
Alors que j'étais complètement trempée, j'ai repris mes esprits et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et j'ai été la seule à franchir le pas. Je me suis lancée à travers la sortie de la cave en flammes. Je crois malheureusement que ceux que j'ai laissés là n'ont plus jamais vu le jour. À 2h moins le quart du matin, les bombardements s'arrêtent, mais c'est seulement à partir de là que les effets se font le plus ressentir. Dès qu'on a mis un pied hors de la maison, on a vu s'élever devant nous une véritable tempête de feu qui nous encerclait presque. Je me suis agrippée à ma mère, ainsi que mon frère, pendant qu'on était acculés par ce mur de flammes. Très vite, les incendies isolés fusionnent les uns avec les autres pour ne plus former qu'un gigantesque brasier. Quand on est sorti de la maison, on s'est retrouvé pris dans une espèce de tempête de cendres si terrible que mon petit frère avait du mal à tenir sur ses jambes. Heureusement, j'avais déjà 13 ans et suffisamment de force pour le maintenir, mais sinon, il aurait sûrement été emporté par la tempête. Emporté au cœur d'un océan de flammes. Des flammes qui ont un tel besoin en oxygène qu'une colonne d'air verticale se forme au centre du foyer pour créer une véritable tempête de feu. On se serait cru en plein ouragan, où les gens doivent lutter contre les bourrasques pour marcher. On marchait presque en biais pour ne pas être emporté par le courant et finir dans les flammes. Je me souviens avoir vu un invalide de guerre pas très loin de cette colonne de feu. Je pouvais entendre ses cris au milieu du vacarme assourdissant. Tout d'un coup, il s'est retrouvé à l'horizontale et a été littéralement happé par les flammes. Un peu comme le boulanger glisse le pain au milieu de son four pour le faire cuire. Et tout d'un coup, il a disparu au milieu du brasier. Vous savez, c'était comme si ce sentiment de peur prédominait sur tout. On n'entendait plus rien. Et là, il n'y avait plus de logique, plus de raison. Vous réagissez aux événements par pure intuition. Je ne me suis jamais posé la question de savoir ce que j'allais faire. À un moment donné, un homme m'a mis un bébé dans les bras et je me suis mis à courir en direction de la Bayer Richardsplatz. Là, j'ai vu une femme à côté de moi et sans réfléchir, je lui ai passé le bébé. Je ne sais pas pourquoi. Puis cette femme s'est mise à courir dans la direction opposée. Ma mère voulait qu'on aille jusqu'au Neumarkt. Et là, on a vu un réverbère au niveau de la station de tram. On a essayé de l'atteindre pour pouvoir s'accrocher, mais on n'y arrivait pas à cause de la tempête. Elle nous emmenait où bon lui semblait. On essayait de se rapprocher par à-coups, mais c'était trop dur. Et là, il y avait une vieille femme qui nous encourageait en hurlant « Allez, encore un effort, essayez de vous accrocher !» Comme souvent dans ce genre de situation, ce sont des petits riens qui décident de la vie et de la mort. Dans un dernier élan, on a réussi à arriver jusqu'au réverbère et à la vieille dame. Et en s'agrippant à cette dame, on lui a littéralement déchiré ses vêtements. Mais elle continuait de nous crier de s'accrocher à elle. Et c'est ce qu'on a fait. Nous étions une poignée de gens désespérés qui tentaient de s'accrocher à la vie. Ce réverbère restera gravé dans ma mémoire. Ce réverbère et cette vieille dame pleine de courage. Dans les caves, les gens continuent de lutter pour leur survie. Mais beaucoup d'abris ont été ensevelis.
Des ouvertures ont été percées sur les murs de droite et de gauche. Pour ça, on a déchaussé les briques une à une avec des pioches pour accéder à la cave voisine. On a fait ça dans chaque cave en cas d'ensevelissement pour permettre aux gens de s'échapper. On s'est donc mis à piocher pour voir de l'autre côté, mais c'était trop tard. Tout avait été enseveli et il n'y avait aucun survivant. On s'est ensuite mis sur le mur opposé. Des quartiers entiers sont reliés par un labyrinthe de galeries souterraines, séparés par des murs de briques. La cave était vide. Ils avaient déjà quitté la pièce à la recherche d'une sortie. On a donc décidé d'emprunter le même chemin et cela a été un interminable défilé de réfugiés. Beaucoup de familles seront séparées. C'est le cas de Gerda Birnbaum et de ses parents. Tout le monde se précipitait à travers les brèches dans les murs parce qu'on voulait trouver une pièce d'où l'on pourrait regagner l'extérieur. Et c'était la cohue. Non pas que tout le monde veuille absolument sortir, mais plutôt à cause de la panique. Et à un moment donné, j'ai suivi le mouvement sans réfléchir à mes parents. J'avais tellement peur de mourir que je voulais à tout prix avancer. Ses parents aveugles se retrouvent seuls. Je me suis vraiment sentie coupable de les avoir abandonnés. Pourtant, ma mère m'avait dit de me sauver. Et j'avais suivi son conseil. Mais ce n'était pas ce que je voulais vraiment. Nous étions à la recherche d'air frais, c'est tout. Et on passait de pièce en pièce. J'avais l'impression que ça n'en finissait plus. Je ne sais pas combien de temps on a cherché, mais je n'en pouvais plus. Et tout d'un coup, on a vu de la lumière et découvert des tas de galeries. Ma mère m'a dit qu'on devait être dans les catacombes sous la Frauenkirche. Et si une fois dans ma vie j'ai eu une apparition, c'est bien ce jour-là. J'ai vu un homme s'approcher de nous avec une lanterne à la main. Il nous a tout de suite demandé où étaient les autres. Mais on n'en savait rien, alors il nous a demandé de le suivre en vitesse parce qu'il avait trouvé une sortie, mais qu'il fallait faire vite. Katharina Brunel ne connaîtra jamais le nom de son sauveur. Mais elle lui en sera éternellement reconnaissante. Mais au lieu de nous suivre vers la sortie, il est retourné dans les caves alors que plusieurs bâtiments en flammes pouvaient s'effondrer à tout instant et obstruer définitivement le passage vers l'extérieur. La famille Wolf trouve elle aussi le moyen de gagner sa liberté. Dans un pareil chaos, il n'est plus question de déportation. Parvenus dehors, nous avons décousu l'étoile jaune de nos vêtements et ma mère et moi, on l'a mise sous la semelle de nos chaussures. Ensuite, on a continué notre chemin dans la ville en flammes. J'ai ressenti des choses impossibles à décrire. Je n'irai pas jusqu'à remercier Dieu que l'attaque se soit produite à ce moment-là, mais quand on en arrive à préférer recevoir une bombe sur la tête plutôt qu'être déporté, quand on en est là, ça veut dire qu'on a subi un grand traumatisme et qu'on ne croit plus rien. Pour échapper aux flammes, beaucoup décident de se réfugier dans l'Elbe. Et là, comme sorti de nulle part, le gardien de l'abri est arrivé pour nous conseiller d'aller jusqu'à l'Elbe. Lui nous rejoindrait là-bas. On était sur une sorte de belvédère et on pouvait voir le cirque Sarrazani en flammes. On voyait aussi comme un nuage de phosphore qui ressemblait à un nuage de paillettes dorées. C'était une vision absolument fascinante et magnifique. C'était comme si on avait recouvert toute la ville d'un voile doré. Un bidon de phosphore a dû se briser sur la coupole, s'enflammer, puis tomber directement sur le manège. Se peut-il que des bombes au phosphore aient été larguées sur Dresde? La question se pose encore aujourd'hui. Celui qui affirme qu'il n'y avait pas de phosphore dans les bombes, je peux vous dire qu'il n'a jamais vécu de bombardement.
Une charpente d'acier, comme la gare de Dresde, ne peut pas brûler de la sorte. Il n'y a rien d'inflammable. Et pourtant, elle l'a fait. C'est obligatoirement du phosphore. Comment un tel incendie a pu se propager dans les rues sur des pavés? Le phosphore, un nom qui glace le sang. L'emploi d'une arme si redoutable explique sans doute le nombre si élevé de victimes. Les Anglais avaient au départ utilisé ce genre de bidon d'essence comme unique détonateur. Ces bidons étaient remplis d'une composition incendiaire, certes, mais pas de phosphore à proprement parler. L'agent de combustion était en fait un mélange de caoutchouc dans lequel on avait rajouté du phosphore blanc. Avec l'arrivée d'oxygène, ce dernier servait à l'allumage du gel inflammable libéré par l'armement du détonateur après impact. En percutant le sol, ce fameux bidon se brisait et le gel inflammable se dispersait un peu partout, pouvant provoquer des flammes hautes d'un étage d'immeuble. Aujourd'hui, on connaît mieux ces bombes sous le nom de napalm. Selon le témoignage des habitants de Dresde qui ont survécu, le napalm est fait pour coller à la peau. Impossible de s'en débarrasser. Une fois qu'on en a sur le corps, le seul moyen d'éteindre le feu est de le priver d'air, donc de le couvrir. Seulement dès qu'on le découvre, il repart et vous dévore littéralement. C'est ça le problème. Beaucoup de brûlés au napalm se jettent dans les fontaines. Funeste erreur. Une fois l'eau évaporée, le gel inflammable s'embrase à nouveau. Heinz Schubert et sa famille auront vécu l'enfer des flammes. Je me souviendrai toujours que nous attendions dans la rue que ça passe. Les jeunes frères et sœurs d'Heinz Schubert reçoivent un jet de napalm. Ma mère était juste derrière moi, et un peu plus loin, à environ 4 ou 5 mètres, il y avait mes frères et sœurs. Helmut, le plus petit, n'arrêtait pas de pleurer. C'était lui qui était le plus touché. Sa peau avait pris une couleur jaune verdâtre. Il était complètement brûlé. C'était horrible. Gerda Birnbaum, elle aussi, souffre de graves brûlures. J'avais l'impression que mon corps entier brûlait. J'étais sûre que c'était la fin. Heureusement, un homme m'a tiré sur le côté puis m'a aidé à grimper sur un mur. Je me suis sentie un peu mieux. J'arrivais enfin à respirer normalement, mais j'étais à demi consciente. Je me rappelle seulement avoir entendu mon oncle dire « Oh mon Dieu, c'est ma nièce qui est là !» Et tout autour de moi, il n'y avait que des cadavres. Mais brusquement, j'ai repris mes esprits. Il fallait absolument que je bouge. Il m'a aidé à me mettre sur mes jambes et je me suis aperçue que je ne sentais plus la douleur. J'étais en vie. C'était le principal. Bien sûr, j'ai tout de suite repensé à mes parents avec ce lourd sentiment de culpabilité parce que je les avais abandonnés. Mais c'était impossible de chercher quelqu'un dans ce chaos. Au matin du 14 février, Heinz Schubert retrouve lui aussi ses esprits. C'est la douleur au bras qui m'a réveillé et je me suis rendu compte qu'un soldat mort gisait sur moi. Et même si ça peut paraître affreux, c'est lui qui m'a sauvé la vie en me servant de bouclier contre les flamèches. Je n'avais quasiment rien reçu, mais tout autour de moi, il n'y avait que des morts. Il faisait jour, et quand j'ai un peu mieux regardé, j'ai vu les cadavres de mes frères et sœurs, ainsi que celui de ma mère. Elle était là, à moitié nue, morte, asphyxiée. Pour la première fois,
J'étais seul au monde. Au lever du jour, tout le monde veut retrouver ses proches. La ville avait complètement grillé. Il faisait horriblement chaud, ça sentait le brûler partout. Je me suis mis en route pour la Pirnaschenplatz, à l'endroit où j'avais de la famille. Enfin, avant ça. J'ai commencé à regarder dans les décombres. Il n'y avait quasiment aucun cadavre. Donc je marchais sur les débris, sur les poutres qui avaient brûlé. Et là, j'ai regardé d'un peu plus près et je me suis aperçu que ce n'étaient pas des poutres, mais des corps carbonisés. Les femmes étaient brûlées d'une façon assez étrange. Le haut du corps était noir ou cramé alors que leurs jambes étaient comme de la viande rose, un peu comme un cochon en pâte d'amande. On m'a expliqué que ça venait des bas qu'elles portaient. Le processus de combustion est complètement différent. Dresde n'a plus de rue. La ville n'est plus qu'un amas de décombres. Je commençais à escalader les monceaux de débris quand j'ai vu enfin un groupe d'une dizaine de personnes qui venaient dans ma direction en escaladant des ruines. En regardant à droite et à gauche, il n'y avait plus que les façades raides des immeubles et plus rien à l'intérieur. Et tout à coup, une des façades a commencé à s'effondrer. J'ai dû courir me mettre à l'abri derrière un pan de mur encore debout. L'éboulement ensevelit tout le groupe qui venait à ma rencontre. Plus un bruit, tout le monde avait été tué. À partir de là, j'ai marché au milieu des gravats avec la peur continuelle de voir un bâtiment s'effondrer. C'est le quartier de Neumarkt qui a subi les plus gros dégâts. On est passé par la Frauenkirche et sur le parvis, il y avait autrefois la statue de Luther. La Frauenkirche était encore là. Mais la statue était tombée de sa stèle et gisait par terre sur le ventre. Il y a un soldat qui est arrivé et il lui a tapé sur l'épaule en disant « Martin, relève-toi, l'alerte est passée ». Pourtant, une troisième escadre se rapproche. Cette fois-ci, ce sont 311 forteresses volantes B-17 qui ont pour mission de terminer le travail. C'était assez inhabituel pour nous de suivre les raids de la RAF. On nous a donné l'objectif en nous précisant qu'on devrait larguer sur le chantier ferroviaire. Mais dans ce cas, les bombes étaient réglées pour toucher le sol à environ 75 mètres les unes des autres. Normalement, quand on tape une cible précise, on largue toutes les bombes en même temps. Là, elles partaient une à une. C'est à ce moment-là qu'on a compris que la cible n'était pas militaire. Le bombardement d'urnes frappe des habitants en fuite. C'était pendant que je longeais la Tolkewitzer Straße pour parvenir au cimetière que l'attaque a commencé. Les avions sont arrivés d'un coup à très basse altitude. Les rues étaient pleines de gens qui fuyaient le centre-ville en robe de chambre ou chemise de nuit, avec des poussettes chargées d'affaires et leurs enfants dans les bras. C'est là que le bombardement a commencé. Les bombes tombaient les unes après les autres sur un rythme régulier. Cette fois-ci, ce sont quelques 475 tonnes de bombes explosives et 296 tonnes de bombes incendiaires qui s'abattent sur la ville. Pour ses habitants, l'apocalypse semble ne jamais vouloir s'arrêter. Tout le monde savait que le lever du jour ne verrait pas la fin des bombardements, mais on n'avait aucun moyen d'y échapper. On ne pouvait pas lutter, on ne pouvait que courber les chines en attendant que ça passe.
Ça ne servait à rien de crier ou de se mettre en colère. Il fallait seulement essayer de contrôler sa peur. Pris d'une peur panique, les habitants ont l'impression de voir les avions surgir à quelques mètres d'eux. Une foule de gens s'est retrouvée sur les rives de l'Elbe. Tous avaient fui cette fournaise qui était devenue la ville. Et à un moment donné, des chasseurs sont arrivés en rase-motte pour mitrailler la foule. Aujourd'hui, les historiens réfutent violemment cette thèse. Il n'existe aucune preuve de tels événements. Quand j'entends dire qu'il n'y a jamais eu d'attaque d'avion en rase-motte, ça me fait bondir. J'aimerais que ces menteurs viennent me le dire en face, parce qu'on s'est fait réellement mitrailler. Qu'ils aient volontairement manqué leur cible quand ils se sont aperçus qu'il y avait des femmes et des enfants, c'est possible. Mais ils étaient bien là. Il devait être à peu près 11 heures quand on les a vus passer. À ces affirmations, Alden Rigby, pilote dans l'escadrille de chasseurs en soutien des bombardiers, répond par le contraire. L'homme est on ne peut plus sûr de lui. La 352e escadrille de chasseurs n'a en aucun cas volé en rase-motte pour tirer sur des civils, comme l'ont prétendu certains auteurs. Et il y a une raison toute simple à cela, la météo. Il y avait trop de nuages et de fumée pour descendre sur Dresde et arroser la population. Cependant, à la fin du troisième bombardement, la ville est complètement anéantie. En longeant les berges du fleuve, on voyait des sacs à dos un peu partout. Des valises, des poussettes gisant sur le sol. J'osais à peine regarder. Des femmes étaient étendues sur le sol, mortes à côté de leurs bébés. Et c'était comme ça tout le long du fleuve. On ne voyait que des cadavres partout. Des bras arrachés, des jambes amputées. Ou encore tout ce que les gens avaient pu posséder de chair. Ce troisième bombardement aura marqué à vie la plupart des pilotes qui y ont participé. En fait, l'objectif n'avait rien de militaire. On était simplement là pour détruire des bâtiments et tuer des civils. Je m'en veux encore. Depuis, je n'ai cessé de demander pardon à Dieu pour ce qu'on a fait. Une fois leur mission terminée, tous les pilotes sont soulagés de fouler à nouveau le sol britannique. Le raid avait duré 9h40 et j'étais vraiment très fatigué. De retour à la base, on a tous posé nos appareils en remerciant le ciel d'être sain et sauf. On était tous éreintés. Quand on rentre de ce genre de mission, on prend un petit déjeuner et ensuite on s'écroule littéralement sur son lit sans rien voir venir. Au quartier général, on attend impatiemment le retour des avions. Ils savent que tous ne rentreront pas. En moyenne, les pertes humaines sont plus élevées chez les pilotes que chez les soldats d'infanterie. L'un des disparus se nommait Edgar Harel. Il avait 25 ans. À chaque fois qu'il partait en mission, c'était toujours très dur. On nous demandait de ne pas dire au revoir à notre mari et de ne pas lui laisser voir nos larmes. Ça aurait été trop dur pour eux de savoir qu'on pleurait quand ils devaient retourner au combat. On était faits l'un pour l'autre. Je l'aimais de tout mon cœur, et lui aussi. Il était fou de ses petites filles. J'ai reçu un télégramme du département de la guerre qui disait que son avion avait été... que son appareil avait été abattu par une DCA, je crois. Je ne sais plus s'il avait été détruit en vol ou s'il s'était écrasé. J'étais persuadée de ne jamais réussir à m'en remettre. Je détestais quiconque avait des origines allemandes, si éloignées fussent-elles. Je les ai tous haïs. Le lendemain,
on commence à sortir les cadavres des décombres. Les survivants seront marqués à vie par le spectacle. L'après-midi du 14 février, Werner Hanitsch rentre chez lui. Juste avant d'arriver devant chez moi, ma sœur est venue à ma rencontre. Elle est passée devant moi sans même me reconnaître. J'ai même dû l'appeler pour lui dire qui j'étais. Là, elle m'a regardé d'un air totalement stupéfait parce que je n'étais plus le même. Je n'avais plus de cheveux, plus de sourcils, plus de cils. J'avais les yeux boursouflés et rougis par cette terrible chaleur. Dans la ville dévastée, on peut lire les nouvelles de ses proches sur ce genre de panneaux. Louise Sabel, vivante. Jupp Ewald, mort. Mon père ne savait pas si on était encore vivant. Alors l'officier a envoyé un planton vérifier à notre adresse si la maison était encore debout. Et si oui, s'il y avait des survivants. Quand il est revenu de chez nous, il leur a dit qu'il n'y avait plus que des décombres. Bien sûr, mon père était complètement abattu. Mais il a quand même décidé d'aller voir lui-même à Dresde. Il est arrivé dans la Karlowitzstraße et a découvert un spectacle de ruines. Heureusement, une des familles avait marqué sur une pierre « La famille Bod est réfugiée ici et là ». Ça a redonné espoir à mon père. Si cette famille avait pu écrire où ils étaient, peut-être étions-nous encore vivants. Il s'est mis à courir vers la maison. C'était touchant. En arrivant, il était exténué et il s'est laissé tomber sur le canapé, puis nous a serrés dans ses bras. On était tous là, à la fois heureux et chanceux d'être encore en vie. Pour Horst Mild aussi, le retour à la maison s'apparente à une véritable odyssée. Je suis revenu chez moi sur des béquilles. Et devant la maison de mes parents, il y avait deux femmes. L'une était ma mère et l'autre, la voisine. En me voyant, les deux ont secoué la tête comme pour dire non. Mais là, le teckel est sorti du jardin et lui m'a reconnu. Il s'est mis devant moi et a commencé à couiner tellement il était content de me retrouver. Comme par miracle, la Frauenkirche a survécu au bombardement. Sa coupole dominera les décombres jusqu'au 15 février. On était en plein après-midi quand on a tout à coup entendu un bruit assourdissant. C'était très inquiétant. Quelques secondes plus tard, un épais nuage de fumée noire s'élevait dans le ciel. Ma mère m'a regardée et m'a dit « C'en est fini de notre Frauenkirche ». Il ne restait à peine qu'un ou deux murs extérieurs debout au milieu d'une montagne de décombres. Elle nous regardait presque d'un œil accusateur, comme si on l'avait abandonnée. Ce géant de pierre s'était transformé en un tas de gravier. Les habitants n'ont toutefois pas le temps de faire leur deuil. Ils ont d'autres priorités, comme de sauver ce qui peut encore l'être. L'entrée n'était pas complètement bouchée. Mais trop étroite pour un adulte. Alors mon père m'a demandé de me glisser dans l'ouverture et d'aller voir s'il nous restait quelques affaires. Il m'a donné une boîte d'allumettes et j'ai dû y aller. J'en tremblais de peur. J'ai même prié Dieu de veiller à ce que j'en ressorte vivante. Pour moi, c'était comme si je revivais l'horreur. Je m'avançais pas à pas à l'intérieur. Il y avait encore de la fumée partout. En fait, ce n'était pas d'aller fouiller dans les décombres qui me faisait peur, mais de découvrir encore d'autres cadavres.
Des corps sans vie qu'on retrouve par dizaines dans les caves. Certains cadavres momifiés seront même retrouvés des années plus tard. Et bien que tout le monde se mobilise pour porter secours aux gens le plus vite possible, le risque d'épidémie est on ne peut plus présent. Il y avait une odeur poignante de corps en putréfaction. On voyait des gens entrer dans les caves avec des civières. On les voyait ressortir de là chargés de cadavres. Ensuite, ils apportaient les dépouilles jusqu'au Altmark, où ils les entassaient les uns sur les autres. C'était comme une espèce de monticule de cadavres. Puis, d'autres gens arrivaient avec des masques à gaz et des lance-flammes pour les brûler tous. Après ça, on ne pourrait plus jamais les identifier. Un acte qui jettera le flou sur le nombre exact de victimes. Aujourd'hui encore, les avis sont partagés. En raison des 500 000 réfugiés, voire plus, dans la ville, il y a eu au moins entre 300 et 350 000 morts. D'abord, on a parlé de 200 000 morts. Ensuite, plus les années passaient et plus le nombre se réduisait pour finalement s'arrêter sur 35 000. Je ne peux pas accepter de tels chiffres. C'est essentiellement sur le nombre de victimes jamais retrouvées que porte le désaccord. Dans un crématorium à une température de 600 degrés, il faut 3 quarts d'heure à un corps pour être réduit en cendres. Je me suis renseignée. À Dresde, on a atteint des températures de 1200 degrés au bas mot, assez pour faire fondre du verre. Il y a donc des milliers de gens qui ont été réduits en cendres en un rien de temps. Je ne vois pas comment on peut avancer un nombre de victimes exact. Mais les historiens, après s'être de nouveau penchés sur cette possibilité, restent unanimes. Le bombardement de Dresde aura fait quelques 35 000 morts. Le nombre exact de victimes restera pourtant un mystère pour l'éternité. Quelle importance tous ces chiffres. Chaque victime est une victime de trop. Avant le bombardement de Dresde, j'étais très croyante. Mais après ça, j'ai complètement perdu la foi. Je ne pouvais plus croire en quoi que ce soit. C'est comme si tout s'était éteint. Ça a été un vrai choc psychologique. Ça a anéanti beaucoup de gens, et notamment leur foi. C'est une blessure qui ne se refermera jamais. Une tristesse enfouie au plus profond de nous. Je ne ressens aucune haine particulière. Je ne ressens que de la tristesse et de la douleur. Je ressens ça depuis ma jeunesse. Ce n'est pas quelque chose qui m'est venu avec l'âge et la maturité. Déjà enfant, j'avais éprouvé ce profond chagrin. Henny Wolf, elle aussi ressent cette tristesse, bien qu'elle doive la vie sauve au bombardement. Jusqu'à la fin de la guerre, elle et sa famille vivront à l'abri des regards. On avait disparu de la circulation, dans le vrai sens du terme. Pendant plus de 3 mois, on a vécu à 5 dans une pièce, sans mettre un pied dehors. C'était très dur. Le raid sur Dresde nous a sauvé la vie. Mais bien sûr, on ne va pas se réjouir d'un tel événement. Tout ça parce que quelques Juifs ont eu la vie sauve. Pendant les mois qui suivent les bombardements,
les hôpitaux de Dresde et de ses environs ne désemplissent pas. Tous les brûlés au phosphore l'étaient au 3e degré. Et pendant les premiers jours, la peau est d'un rouge intense, complètement à vif. Elle brille littéralement. Ensuite, les tissus commencent à se fissurer et à suppurer. On a l'impression que des canaux vous traversent le corps. Mais le plus horrible, c'est quand on vous retire les bandages. Au bout d'un moment, mes coudes étaient complètement guéris, mais je ne pouvais toujours pas étendre les bras. Pour y arriver, ça m'aurait demandé une force herculéenne. Gerda va pourtant avoir l'occasion de retrouver ses forces plus rapidement que prévu. Un jour, j'ai reçu une lettre qui m'a fait un bien fou. Une lettre qui m'annonçait que mes parents étaient vivants. Ils ont loué une chambre à côté de l'hôpital et sont venus chaque jour. Pour Gerda Birnbaum, la survie de ses parents aveugles est un petit miracle. Un miracle qui l'aidera à refermer quelque peu les cicatrices de cette nuit maudite. Et peut-être aussi à pardonner. Je ne peux pas blâmer un inconnu. Je ne peux pas non plus nourrir une véritable haine contre les pilotes qui ne savaient rien de ce qui se passait pour chacun d'entre nous. Ils ne savaient pas quel destin frapperait chaque individu. Le destin de la ville de Dresde est devenu un symbole de l'horreur des bombardements dans le monde entier. La mémoire de cette terrible nuit est bien encore présente, même après 60 ans. Dans la Frauenkirche, depuis reconstruite, les survivants des bombardements de Dresde se sont rassemblés le 3 janvier 2005. Une célébration à la mémoire des disparus, mais aussi à la mémoire des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Même quelques anciens pilotes de la RAF ont fait le déplacement. On a subi une horrible guerre déclenchée pour des raisons qui nous dépassent. Mais c'est nous qui en avons les plus subi les conséquences. Mais ça a été la même chose pour les Anglais au cours des bombardements de la Luftwaffe. Deux ennemis d'antan, réunis pour une même cause. C'est vraiment regrettable que de tels événements aient dû se produire. Le monde aurait dû apprendre de ses erreurs, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Après ce qu'on a surmonté, j'ai toujours eu l'espoir que ces horreurs ne se reproduiraient plus jamais. Ça me rappelle trop de choses.